I think more shock and dauntingness was more the feeling I felt. But it was the thing is, it's Je n'arrête pas de me demander comment une simple annonce peut avoir un impact plus grand que des années de rumeurs, d'analyses et de déclarations soigneusement formulées. Pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit lorsque le prince William a pris la parole et rompu le silence. Il n'y a pas eu de détour, pas de protocole superflu. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le ton direct, décisif et indéniablement personnel. On n'avait pas l'impression d'assister à un coup stratégique, mais plutôt à une prise de position en fin tranchée. Et c'est précisément ce qui a rendu la chose si surprenante. Dès les premières secondes, j'ai senti que c'était du jamais vu. La monarchie est habituée au contrôle, à différer le sens par des formulations qui laissent place à l'interprétation. William a fait l'inverse. Il a occupé l'espace sans revendiquer explicitement le pouvoir, et c'est peut-être la forme de leadership la plus puissante. Mon scepticisme a fait place à l'attention. Non pas parce que j'étais immédiatement d'accord avec lui, mais parce qu'il était impossible de l'ignorer. Ce n'était pas un acte symbolique, c'était un signal. Ce qui rendait cette annonce si troublante, c'était son évaluation implicite de l'état actuel de la monarchie. Sans nommer personne, ni formuler d'accusation, William laissait entendre que la voie tracée n'était plus adéquate. C'est un moment rare pour une institution qui se nourrit de continuité. Je me suis demandé quelle part de préparation avait réellement précédé cette décision et quelle part était dictée par l'urgence. Était-ce le fruit de mois de délibération ou la conséquence inévitable d'une série d'événements qu'on ne pouvait plus ignorer? Le timing était tout sauf fortuit. Le monde scrutait déjà la monarchie de près, alimentée par des informations faisant état de problèmes de santé, de tensions internes et d'un fossé grandissant entre le palais et le public. Dans ce contexte, la décision de William apparaissait comme une réponse à une situation qui couvait depuis un certain temps. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne parlait pas au nom d'une institution, mais au nom d'une vision. Cela rendait son geste à la fois puissant et dangereux, car exprimer une vision invite à la comparaison. Et les comparaisons sont rarement favorables au statu quo. J'ai remarqué la rapidité de la réaction du public, non pas avec nuance, mais avec émotion. Les gens ont reconnu dans ses paroles ce qui leur manquait depuis des années, un sentiment de proximité et d'honnêteté. Cela en dit long sur la confiance qui avait été perdue. Nul besoin d'être monarchiste pour ressentir l'impact de ce moment. La question qui m'a profondément marqué était d'une simplicité douloureuse. Si un seul discours peut avoir un tel impact, à quel point l'équilibre était-il fragile auparavant? Ce qui a rendu cette phase particulièrement fascinante à mes yeux, c'est que Guillaume ne s'est pas positionné en rebelle. Il ne s'est pas exprimé contre son père ni contre la couronne, mais dans le même esprit. Il n'a revendiqué ni trône ni transfert de pouvoir, mais il a assumé ses responsabilités. C'est une nuance subtile mais cruciale. Elle lui a permis d'agir sans rompre formellement les rangs, tout en exerçant une pression sur ceux qui gardèrent le silence. Le silence est alors devenu un choix et non plus une fatalité. Je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ombre de sa mère palpable dans chacune de ses paroles, même si elle n'était pas explicitement mentionnée. Cela a rendu l'annonce chargée d'émotions, même pour ceux qui ne connaissent Diana qu'à travers des images et des souvenirs. L'idée d'une monarchie au service des autres, plutôt que de la domination, résonne profondément, surtout en ces temps d'incertitude. William semblait le comprendre instinctivement. Il a parlé non pas de structure, mais de valeurs. Non pas de position, mais de devoir. Dans le même temps, je percevais la tension que cela engendrait inévitablement au sein du palais. Chaque avancée de l'un était une menace pour l'autre. Par ses paroles, Guillaume avait non seulement suscité des espoirs chez le public, mais aussi créé un malaise chez ceux qui fondent leur influence sur le silence et la progressivité. C'est ce qui rendait cette annonce si explosive. Elle était à la fois porteuse d'espoir et déstabilisante. Je restais face à une question fondamentale qui touche au cœur de tout ce qui allait suivre. Peut-on changer une institution simplement en élevant la voix, ou n'est-ce que le début d'une lutte bien plus ardue? Ce qui était certain, c'est qu'après cet instant, plus rien ne serait acquis. La monarchie avait été déstabilisée non par une attaque extérieure, mais par une voix venue de l'intérieur. Et c'est précisément ce qui rend ce premier pas si décisif pour la suite. Après cette annonce inattendue, j'ai senti le choc se déplacer de la sphère publique vers le monde caché derrière les murs du palais. Ce qui, en apparence, pouvait sembler un silence contrôlé, était tout sauf calme en interne. J'avais la forte impression que c'était le moment où des années de tensions accumulées ne pouvaient de plus se dissimuler. Une institution habituée au changement progressif se trouvait désormais confrontée à une accélération brutale. Et une accélération est dangereuse quand personne ne sait vraiment qui est aux commandes. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle la situation a basculé. Là où la prudence était auparavant la norme, l'incertitude s'est installée. On a commencé à se demander qui en réalité donnait le ton, pas officiellement mais concrètement. Au sein de la monarchie, le pouvoir s'exerce rarement par le biais de décisions publiques.
Il se transmet par l'accès aux informations, le timing et la proximité. Après les propos de William, cette infrastructure invisible est soudainement devenue tangible. Qui était encore consulté? Qui était informé indirectement et qui a remarqué que des portes toujours ouvertes restaient désormais fermées? J'ai imaginé ce que cela a dû représenter pour ceux qui avaient à passer des années à se construire une place au sein de ces réseaux informels. Lorsqu'une personnalité publique s'érige soudainement en chef-d'œuvre moral, l'équilibre bascule. Les allégeances se redéfinissent parfois sans que personne ne l'exprime ouvertement. J'y ai vu le début d'une lutte de pouvoir interne pas forcément manifeste, mais plutôt marquée par des silences, des atermoiements et des contre-mouvements subtils. Ce sont là les signes d'un système en quête d'un nouvel équilibre. Le silence du roi Charles, à ce stade, était révélateur. Non pas qu'il soit resté inactif, mais parce que chacun de ses choix était lourd de sens. Parler pouvait être perçu comme une résistance à son fils, se taire comme un consentement. Pour un monarque qui avait toujours cru au consensus et au gradualisme, cela devait représenter un dilemme presque insoutenable. Je me suis demandé s'il avait conscience que son silence était en lui-même un message, quelles qu'en soient les intentions. Au sein du palais, cette ambiguïté a dû être paralysante. Lorsque la direction ne donne pas de signal clair, d'autres comblent le vide. Les conseillers interprètes des clans se forment et la prudence se mue en stratégie. J'ai observé ce schéma dans d'autres grandes organisations. Lorsque l'autorité morale se déplace, le pouvoir et l'influence ne suivent de pas automatiquement. Ils s'affrontent, explorent de nouvelles voies et engendrent des frictions difficiles à gérer. Ce qui rendait cette phase particulièrement explosive, c'était le fait que tout se déroulait sous le feu des projecteurs, sous le regard scrutateur de l'opinion publique. Chaque fuite, chaque rumeur prenait immédiatement de l'ampleur. La monarchie ne pouvait plus se permettre de lutter contre ses propres démons sans en subir les conséquences. J'avais le sentiment que la marge d'erreur était devenue infime. Là où le temps avait été un allié, il jouait désormais contre elle. Chaque jour, sans éclaircissement, ne faisait qu'accroître l'incertitude. J'ai également constaté que le rôle de Camilla dans cette dynamique interne devenait de plus en plus problématique. Non pas nécessairement à cause de ses propos, mais à cause de ce qu'elle représentait. Sa position avait toujours reposé sur une acceptation prudente. Maintenant que Guillaume a redéfini le cadre moral, son influence a été automatiquement réévaluée. Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle, mais d'un effet structurel. Lorsque les valeurs changent, la légitimité se modifie. Dans le même temps, j'ai perçu comment certaines voix au sein du palais espéraient que la tempête se calmerait, que cet épisode ne serait qu'un simple accès de colère passager. Mais la réaction fut trop forte, trop intense. Guillaume avait touché un point irrémédiablement brisé. La question n'était plus de savoir si un changement surviendrait, mais à quel point il serait chaotique. Ce qui me préoccupait personnellement, c'était le peu de place qui semblait être accordée à un véritable dialogue. Les structures mêmes qui facilitent le dialogue faisaient partie du problème. Quand tout repose sur la hiérarchie et le secret, la sincérité devient un risque. Je me demandais si quelqu'un au sein du palais avait le courage d'affronter cette réalité, ou s'il espérait que l'histoire se répète, une crise suivie du silence, puis de l'oubli. Pour moi, ce passage a marqué le moment où il est devenu évident que l'annonce de Williams n'était pas un incident isolé, mais un catalyseur. Elle avait mis au jour des dysfonctionnements internes qui couvaient depuis des années. Ce qui apparaissait alors clairement n'était pas seulement la panique ou la résistance, mais une question fondamentale. Une institution fondée sur la retenue peut-elle faire face à une accélération du changement moral? La réponse déterminerait si cette crise mènerait à une réforme ou à une fragmentation accrue. Alors que les répercussions internes continuèrent de se propager, j'ai remarqué un élément récurrent dans les conversations, les analyses et les réactions publiques, le nom de Diana. Non pas comme un symbole nostalgique, mais comme un repère moral. Ce qu'avait fait William allait au-delà d'un simple pas en avant personnel. Il avait consciemment ou inconsciemment réorienté sa boussole vers les valeurs que beaucoup associaient à sa mère. J'ai perçu à quel point cet héritage est encore vivant et combien il devient puissant lorsqu'une personne crédible l'active. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que William n'a pas instrumentalisé Diana, ni utilisé la mémoire de cette dernière comme bouclier ou instrument émotionnel. Il ne s'est pas longuement étendu sur son sujet, mais a plutôt laissé transparaître ses principes à travers son comportement. Cette distinction est essentielle. On perçoit instinctivement quand un souvenir est utilisé pour marquer les esprits et quand il est porté avec conviction. Dans ce cas précis, il s'agissait clairement de la seconde option. J'ai constaté comment des mots comme compassion, dévouement et honnêteté ont soudainement pris un sens nouveau, non plus comme des idéaux abstraits, mais comme des références fondamentales pour le leadership. J'ai commencé à comprendre pourquoi cette référence était si perturbatrice au sein de la monarchie. Diana incarnait précisément ce avec quoi l'institution a toujours eu du mal,
La proximité sans hiérarchie, l'émotion sans honte, la visibilité sans artifice. En s'inscrivant dans cette tradition, William a établi une norme morale qui a inévitablement conduit à la comparaison. Et les comparaisons sont fatales pour les structures qui fonctionnent sur la base d'une supériorité implicite. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle le public s'est approprié cette idée. On ne parlait pas de politique ni de détails constitutionnels, mais de sentiments. De l'idée que la monarchie puisse à nouveau être à leur service et non plus au-dessus d'eux. Ce désir n'était certes pas nouveau, mais il était resté longtemps, sans défenseur clair. William a semblé combler ce vide, et grâce à lui, l'héritage de Diana a non seulement été commémoré, mais aussi perpétué. Intérieurement, cela a dû être un choc, car quiconque invoque un idéal moral oblige les autres à s'y identifier. On ne peut rester neutre face à la compassion. Tout au plus peut-on l'éviter. J'imagine combien cela doit être déstabilisant pour ceux qui ont toujours rempli leur rôle, en respectant le protocole et en gardant leur distance. Soudain, la proximité est devenue le critère et la proximité ne se planifie ni ne s'impose. Ce qui a rendu cette période si poignante à mes yeux, c'est que l'héritage de Diana a toujours été source de controverses. Elle est à la fois adorée et dérangeante précisément parce qu'elle a démontré ce qui est possible en dehors des sentiers battus. En la plaçant implicitement au centre, William a ravivé une vieille tension. Non pas pour polariser, mais pour rééquilibrer les choses. La question qu'il a posée, sans la formuler, était claire: que serait la monarchie sans humanité? J'ai moi aussi constaté que cette question me taraudait. Qu'attendons-nous réellement d'un leadership héréditaire dans une société moderne? Suffit-il d'être représentatif ou faut-il également une proximité morale? La popularité de Diana a toujours semblé indiquer le contraire. La décision de Williams a clairement montré que cette leçon n'avait pas été oubliée mais longtemps ignorée. Cela a conféré à son interprétation une importance accrue. Parallèlement, j'ai constaté que cette réorientation n'était pas sans risque. En adhérant si clairement aux valeurs de Diana, Williams s'est engagé sur une voie où chaque faux pas aurait des conséquences plus graves. On ne peut prétendre incarner la compassion et agir ensuite par confort ou par distance. Le public ne l'accepterait pas. En ce sens, il s'agissait aussi d'une forme d'engagement personnel. Il s'est imposé une exigence plus élevée que ses prédécesseurs, et ce, de son plein gré. Ce qui m'a fasciné, c'est la force avec laquelle tout cela a trouvé un écho auprès de la jeune génération. Des personnes qui n'avaient jamais connu consciemment Diana ont pourtant reconnu quelque chose dans son histoire à travers William. Cela en dit long sur le pouvoir des valeurs qui transcendent les générations. Il ne s'agissait pas de nostalgie mais de reconnaissance. Et cette reconnaissance a rendu la crise à la fois plus porteuse d'espoir et plus dangereuse. Porteuse d'espoir car le changement devenait envisageable. Dangereuse car les attentes ont explosé. À ce stade, j'ai senti que l'histoire avait acquis une dimension morale qu'il était devenu impossible d'ignorer. Il ne s'agissait plus de pouvoir de santé ou de relations internes, mais de sens. Il s'agissait de la question de ce que représente la monarchie à une époque où l'autorité n'est plus une évidence. L'héritage de Diana a servi de miroir et William l'a tendu non seulement à sa famille, mais à l'institution tout entière. La question qui me taraudait était inévitable: un système qui s'est si longtemps appuyé sur la distance et le contrôle peut-il véritablement se transformer grâce à la proximité et à l'empathie? Ou bien cette référence à Diana n'est-elle qu'une tentative désespérée de regagner en légitimité avant que le fossé ne devienne infranchissable? Ce qui était certain, c'est qu'après ce réajustement, plus rien n'était optionnel. La barre était placée plus haut pour tous. Après la réorientation morale initiée par William, je n'ai pu m'empêcher de me concentrer sur Camilla, car ce changement a inévitablement fragilisé sa position. Non pas par des attaques directes, ni par des accusations ouvertes, mais simplement par le fait que le cadre de référence avait changé. Quand les valeurs évoluent, la légitimité évolue aussi. Et c'est précisément ce que j'ai constaté. Camilla n'a pas tant été rejetée pour ses actes que pour ce qu'elle symbolisait dans ce nouveau contexte moral. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle son image soigneusement construite a commencé à se fissurer. Pendant des années, elle avait œuvré pour l'acceptation, la normalisation, pour l'idée que la stabilité primait sur les émotions. Cela fonctionnait tant que la monarchie était perçue comme un système clos avec ses propres règles et son propre rythme. Mais l'interprétation de Williams a fait voler en éclats cet édifice. Soudain, la question s'est posée: tout cela sert-il encore le peuple ou avant tout ses propres intérêts? Dans ce contexte, la distance de Camilla jusque-là tolérée a été réévaluée. J'ai constaté que son rôle était de plus en plus perçu comme une question d'influence plutôt que de service public. C'est un point de bascule dangereux pour toute personne exerçant une fonction publique et plus particulièrement au sein d'une monarchie. Dès lors qu'il apparaît que quelqu'un cherche avant tout à préserver le pouvoir plutôt qu'à incarner des valeurs, la sympathie du public se transforme rapidement. Non pas par cruauté, mais par sensibilité à l'authenticité. Et l'authenticité ne saurait être imposée par le protocole.
Ce qui rendait cette phase particulièrement complexe, c'était que Camilla se trouvait dans une situation où toute réaction aurait presque toujours eu l'effet inverse. Le silence pouvait être perçu comme de la froideur ou de l'arrogance et la parole comme une attitude défensive ou calculatrice. Chaque geste était interprété à travers le prisme de l'argument moral de William. C'est le paradoxe d'un tel réajustement, ceux qui ne se conforment pas ouvertement semblent automatiquement œuvrer les uns contre les autres, même involontairement. J'ai commencé à me demander si Camilla était consciente de la profondeur du bouleversement que représentait ce changement. Lorsqu'un système a fonctionné pendant des années sur la base d'accords tacites, une modification soudaine paraît injuste. Après tout, on n'a rien fait de mal avec les anciennes règles. Mais les nouvelles règles ne jugent pas le passé. Elles imposent des exigences au présent. Et c'est précisément là que résidait la tension. La légitimité de Camilla avait toujours reposé sur une acceptation progressive et non sur un enthousiasme moral. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le contraste saisissant avec les autres membres de la famille. Non pas qu'ils fussent parfaits, mais parce que leurs attitudes sont soudainement devenues la référence. Dans une telle comparaison, les nuances disparaissent. Le public ne cherche pas le contexte, mais l'émotion, qui crée une véritable connexion qui s'implique spontanément. De ce point de vue, Camilla était de plus en plus perçue comme incarnant un modèle dépassé, contrôlé, distante, correcte, mais émotionnellement inaccessible. J'ai constaté que cette image s'est figée. Les médias ne parlaient de plus d'incidents isolés, mais de schémas, d'influences en coulisses, d'une culture judiciaire trop longtemps axée sur le contrôle. Camilla est devenue le symbole à tort ou à raison d'un système qui peinait à évoluer. C'est un lourd fardeau à porter, surtout lorsqu'on croit agir dans l'intérêt de la stabilité. Parallèlement, je percevais aussi la tragédie de sa situation. Quiconque lutte pendant des années pour être accepté se forge naturellement une carapace. Cette carapace peut certes protéger, mais elle entrave l'empathie. À une époque où l'empathie est devenue la norme, cette carapace s'est retournée contre elle. Je me demandais si le public accepterait cette complexité ou si son jugement était déjà porté. L'histoire montre que l'opinion publique est rarement patiente face au changement d'opinion. Ce passage a marqué pour moi le moment où il est devenu évident que l'influence de Camilla n'allait plus de soi. Non pas parce que quiconque l'avait explicitement marginalisée, mais parce que le centre de gravité morale s'était déplacé. Et lorsque cela arrive, le pouvoir et la position suivent souvent, même si c'est tardivement, inévitablement. La question n'était plus de savoir si son rôle allait changer, mais à quel point ce processus serait brutal et douloureux. Je restais avec une question troublante essentielle à cette histoire. Qu'adviendra-t-il de ceux qui ont bâti un système en pleine mutation? Seront-ils associés à ce changement ou deviendront-ils le sacrifice nécessaire pour restaurer la crédibilité? Dans le cas de Camilla, ce dilemme semblait désormais se dessiner avec une acuité particulière, et son issue déterminerait la prochaine phase de cette crise. Alors que l'attention se focalisait sur la position précaire de Camilla, je comprenais de plus en plus clairement que le véritable facteur de stabilité résidait ailleurs. Non pas dans un leadership affirmé ou des déclarations publiques non fracassantes, mais dans quelque chose de bien plus subtil, Kate. Plus je suivais le déroulement de cette crise, plus j'étais convaincu qu'elle n'était pas un élément secondaire, mais un pilier, un soutien indéfectible à tout ce qui devenait possible. Sans sa présence, sa constance et son sens inné du timing, la décision de William n'aurait jamais eu le même impact. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que Kate n'a jamais revendiqué explicitement le leadership. Elle n'avait rien à expliquer, rien à justifier. Son influence s'exerçait par ses actes, non par ses paroles. Tandis que d'autres étaient sous les feux de la rampe, elle continuait d'agir comme toujours présente à l'écoute et sans arrière-pensée. À une époque où chaque geste était calculé, cette simplicité était peut-être sa plus grande force. Elle offrait aux gens un point d'ancrage. J'ai remarqué avec quelle intuition le public a saisi son rôle. Sans qu'un mot ne soit prononcé, elle est apparue comme un contrepoids émotionnel dans une période tumultueuse. Là où les paroles de Williams donnaient des directives, l'attitude de Kate inspirait confiance. Un tour de force. La confiance ne naît pas des explications, mais de la répétition. Du sentiment que quelqu'un agit non seulement quand c'est nécessaire, mais toujours. C'est précisément ce qui la rendait si crédible. À mon sens, Kate a fait le lien entre le passé et l'avenir. Elle a perpétué l'héritage de Diana sans le copier et l'a adapté à son époque. Pas de confrontation, pas de drame, mais une proximité et une sérénité exemplaires. Ce contraste avec Camilla s'est accentué. Non pas parce que Kate s'est opposée à elle, mais parce qu'elle a involontairement montré comment les choses auraient pu être faites autrement. Et ce genre de contraste est souvent plus dévastateur qu'une critique ouverte. Ce qui m'a intrigué, c'est à quel point le rôle de Kate a probablement été sous-estimé en interne. Le pouvoir qui ne s'exprime pas au grand jour passe souvent inaperçu. Or, c'est précisément en temps de crise que l'autorité discrète se révèle précieuse. Elle ne polarise pas, mais stabilise. J'imagine que certains conseillers au sein du palais ont tardé à reconnaître son influence justement parce qu'elle suscitait si peu de conflits.
C'est un défaut classique des systèmes hiérarchiques. J'ai commencé à me demander dans quelle mesure Kate elle-même était consciente de cette position. Peut-être en partie, mais je soupçonne que sa force réside précisément dans le fait qu'elle ne la manipule pas. Elle semble guidée par un principe simple, faire ce qui est juste quel que soit le contexte. Dans un milieu où chaque geste est calculé, cette attitude est désarmante. Elle permet aux autres d'avancer sans perdre la face. Cette période m'a clairement fait comprendre que le changement au sein de la monarchie dépend non seulement de ceux qui prennent la parole, mais surtout de ceux qui restent. Kate est restée présente, constante et humaine malgré la pression croissante. Cela a donné du poids aux actions de William. Sans ce soutien, son annonce aurait pu être perçue comme impulsive ou symbolique. Avec Kate à ses côtés, elle s'est inscrite dans un discours plus large sur la fiabilité et la continuité. J'ai constaté que cela influençait aussi la perception de l'avenir. On ne parlait plus seulement de William comme du futur roi, mais de William et Kate comme d'un couple. C'est important. Une monarchie qui souhaite regagner sa légitimité a besoin de plus qu'une seule figure. Elle a besoin d'un visage humain et reconnaissable qui inspire confiance sur la durée. Kate semblait incarner ce visage sans jamais le revendiquer. Dans le même temps, j'ai constaté que cette évolution compliquait encore davantage la situation de Camilla. Là où Camilla était aux prises avec la perception et la défensive, Kate rayonnait de calme et de naturel. Ce fossé devenait de plus en plus difficile à combler. Le public raffole des contrastes et ici le contraste était flagrant. Non pas le bien contre le mal, mais l'ancien contre le nouveau. La possession contre la proximité. Le contrôle contre la confiance. Ce passage m'a semblé être le moment où il est devenu évident que le changement était irréversible. Non pas parce que quelqu'un avait été destitué, mais parce que le centre de gravité morale s'était déplacé. Kate n'était pas au cœur du conflit, mais à sa périphérie, et c'est précisément pour cette raison qu'elle est devenue le centre silencieux. La question qui me taraudait était de savoir si le système reconnaîtrait et accepterait ce changement, ou s'il tenterait de minimiser son influence une fois la tempête passée. Car ceux qui ignorent les forces silencieuses risquent d'être surpris par leur impact durable. Dans cette phase finale, j'ai senti tous les fils se rejoindre et l'histoire transcender les individus. Il ne s'agissait plus seulement de William, Camilla ou Kate, mais de savoir si la monarchie pouvait se réinventer sans perdre son essence. Ce qui avait commencé comme une simple annonce inattendue s'était transformé en une épreuve morale pour une institution qui avait toujours misé sur le temps, la tradition et le silence. Cette stratégie ne fonctionnait plus. Et cette prise de conscience a peut-être constitué la plus grande rupture avec le passé. J'ai constaté que l'avenir de la monarchie n'était plus abordé sous l'angle de la succession, mais sous celui de la légitimité. C'est une nuance subtile mais essentielle. La succession est une formalité, la légitimité, elle se mérite sans cesse. La prestation de Williams a clairement démontré qu'une nouvelle génération était prête à assumer cette responsabilité, mais aussi que cette volonté engendre des attentes difficiles à modérer. Quiconque promet le changement est jugé sur sa cohérence. Ce qui m'a fasciné, c'est la vulnérabilité que cela a engendré pour le système. Non pas une faiblesse, mais une ouverture. Ouverture à la critique et à la comparaison au jugement public. C'est dangereux pour une monarchie, mais aussi inévitable à une époque où l'autorité n'est plus une évidence. Je me suis demandé si cette ouverture était une phase transitoire ou le début d'un repositionnement structurel. Le choix de privilégier la proximité morale ferme définitivement la porte au pouvoir à distance. Parallèlement, j'ai perçu cette crise comme une opportunité. En posant des limites, en rendant visibles les structures de pouvoir implicites, un espace s'est créé pour un réajustement. Il n'est pas nécessaire de tout détruire pour changer. Parfois, il suffit de clarifier ce qui n'est plus acceptable. La manière dont William et Kate ont assumé leur rôle a démontré qu'ils avaient compris que l'exemplarité est leur arme la plus puissante. Ni la coercition, ni les décrets, mais un comportement qui inspire confiance. Je ne pouvais m'empêcher d'anticiper les conséquences à long terme. Que se passera-t-il si cette voie est suivie ? La monarchie devra alors s'adapter à un public qui non seulement observe, mais aussi juge. Cela exige une transparence totale, une humanité respectueuse de la dignité humaine. Cela exige également de reconnaître ses erreurs sans se livrer à une pénitence théâtrale. Cet équilibre est difficile mais nécessaire. Concernant Camilla, j'ai le sentiment que son rôle a irrémédiablement changé. Non pas qu'elle disparaisse, mais parce que son espace d'action s'est considérablement réduit. Le pouvoir fondé sur le silence perd de son influence dès lors que le silence n'est plus efficace. Il ne s'agit pas d'une condamnation personnelle, mais d'une conséquence structurelle du bouleversement actuel. Sa capacité à trouver sa place au sein de ce nouveau centre moral dépendra de son aptitude à s'y intégrer. Pour le roi Charles, la situation demeurait des plus ambivalentes. Il se trouvait au carrefour de deux époques marquées par la tradition confrontée à une accélération du changement. Son silence me semblait non seulement un signe de faiblesse, mais aussi la reconnaissance que l'enjeu le dépassait. Parfois diriger, c'est savoir lâcher prise. L'histoire dira si ce silence sera pardonné ou perçu comme une occasion manquée.
Pour moi, la conclusion la plus importante est que la monarchie a atteint un point de non-retour. Non pas que tout change, mais que plus rien ne peut être passé sous silence. L'époque où l'on pouvait résoudre les conflits en les ignorant est révolue. L'époque où la proximité était également perçue comme un risque. Cela ne signifie pas que l'avenir est assuré, mais il est ouvert à toutes les possibilités. Je reste avec des questions qui demeurent volontairement sans réponse. Une institution héréditaire peut-elle fonctionner durablement à l'ère de la transparence morale ? Le public fera-t-il preuve de patience lorsque les idéaux se heurteront aux faiblesses humaines ? Et peut-être la question la plus cruciale, ce réajustement est-il suffisamment profond pour durer, ou le besoin de contrôle finira-t-il par l'emporter à nouveau ? Ce qui est certain, c'est que ce moment est devenu un point de référence. Tout ce qui suivra sera comparé à celui-ci. C'est un lourd fardeau, mais aussi une occasion de restaurer la confiance par la constance et le courage. Si William et Kate maintiennent le cap, la monarchie pourra renouer avec la société. Dans le cas contraire, cette crise restera dans les mémoires comme une occasion manquée. Quel que soit le dénouement, une chose est sûre, la monarchie a changé non pas sous la contrainte extérieure, mais grâce à un signal moral venu de l'intérieur.